Professeur John Malala, où étiez-vous pendant tous ces temps? Pourquoi maintenant? Bon, pourquoi maintenant? Je me rappelle de l'ex du feu président Mobutu qui disait un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan ou la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Et je pense que des fois, il faut la maturité du fruit. Ou encore, il faut un vent. Je ne sais pas vous dire si c'est un ouragan ou bien le fruit qui est mûr, mais je sais qu'il doit tomber. C'est le moment. En d'autres termes, le moment n'était pas propice. Parce que je vais vous dire une chose qui est vraie. Depuis le temps de Mobutu, qui pouvait devenir président? Qui d'autre pouvait être accepté d'être président? Et la transition de Mobutu jusqu'à maintenant, comment est-ce que ça allait être possible pour quelqu'un de pouvoir postuler aux élections et passer honnêtement? Je ne pouvais pas dépenser, gaspiller mon temps. Mais je pense que l'heure est là. Et que cette fois-ci, il n'y aura pas de prétexte pour les gens de ne pas aller aux élections. Parce que je sais que le moment est là pour que je puisse aller aider mon peuple qui est en train de souffrir avec tous les problèmes. Il y a l'économie qui ne marche pas, le chômage est là, des crimes, des délestages, comme on l'a dit. Les Congolais sont devenus les sujets de moquerie à travers le monde. On les expulse partout à travers le monde. Ça, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il fallait une conviction dans mon cœur. Mais disons que c'est maintenant, si vous allez maintenant, vous allez gagner, vous allez remporter les élections de 2016. Avant ça, je n'avais pas cette conviction. Mais cette fois-ci, j'y vais parce que je sais que je deviendrai le magistrat suprême de la République démocratique du Congo. Le peuple va écouter mon message, le message que nous allons lui adresser. Ce que nous allons faire, nous allons montrer tout notre programme de société que nous ne voulons pas bien sûr dévoiler maintenant parce qu'il y a des opportunistes qui vont prendre ça et en faire leur message. Mais nous allons dire au peuple congolais ce que nous allons faire, comment nous allons les protéger. Toutes ces femmes qui sont violées à l'est du pays doivent savoir que l'aide, le secours est en train d'arriver, que le moment est arrivé pour que le Congo retrouve sa dignité sur le plan mondial, que le moment est arrivé et il fallait que je sois convaincu moi-même, que personne ne me pousse à le faire. Je pense que c'est ça la réponse que je peux dire. C'est-à-dire que mûr ou pas mûr, il tombe quand même et que Dieu a fait que je puisse sentir les pleurs, les souffrances de son peuple. Si je parlais aux gens qui sont à l'est du pays, je vais leur dire que nimesikia malalamiko na mateso yenu kwa bure. Donc c'est ça. J'ai écouté vos pleurs et vos cris de détresse. Et que c'est le moment maintenant. Professeur, comment expliquez-vous la politique des intellos? La politique des intellos, pour ceux qui lisent la Bible, il y a quelque part, je pense, Ecclésiaste 10, 10, qui dit que lorsque une hache n'est pas aiguisée, il faut exercer beaucoup de force pour pouvoir couper un arbre. Mais l'intelligence a un avantage. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. C'est la politique de l'intelligence qui est au service. C'est de l'intelligence qui est en train de résoudre des problèmes. On ne peut pas résoudre les problèmes du XXIe siècle avec des méthodes du XIXe siècle, du XXe siècle. Partout dans le monde, il y a maintenant au gouvernail
une nouvelle lignée, une génération dynamique, intelligente, qui maîtrise les problèmes du monde. Et cette dynamique est en train de faire que le pays, les différents pays du monde, sont en train de retrouver ce qu'ils n'ont pas pu retrouver pendant plusieurs années. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour que vous puissiez vous tenir devant quelqu'un comme le président Barack Obama, il faut être intelligent. Pour vous tenir devant comme l'ex-président américain Bill Clinton, il faut être intelligent. Mais si vous n'êtes pas intelligent, mais qu'est-ce que vous allez faire devant lui? Ça, ce sont des gens qui sont formés. Nous parlons un langage des intellectuels. Je maîtrise à cause de l'intelligence, je maîtrise les problèmes de l'économie moderne, parce que l'économie moderne, c'est une économie de l'intelligence. Nous n'allons pas recourir à l'économie du 19e ou du 20e siècle. C'est une économie de l'information et ça demande de l'intelligence. Nous parlons de l'armée, des forces armées, mais ça demande de l'intelligence. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des anciennes méthodes de guerre. Nous connaissons des stratégies. Nous savons comment gagner une guerre. Et ça demande de l'intelligence. Nous avons besoin de programmeurs. Nous avons besoin des experts en communication, en télécommunication, pour faire la guerre. Parce que nous devons savoir comment utiliser des radars pour contrecarrer l'ennemi. Donc, l'intelligence est très, très, très importante. La politique moderne, le président, celui qui doit être président au XXIe siècle au Congo doit être quelqu'un qui maîtrise les grands problèmes que le monde est en train de vivre. Et voilà, c'est ça un peu. Et pour le Congo, quand on me pose la question, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tout ce qui est au Congo est problématique. Les infrastructures, ça ne marche pas. C'est que les Portugais avaient laissé. Mais vous n'allez pas en trouver. Les routes. Mais ça fait partie de la politique de l'intelligence. Nous nous asseyons, nous voyons, nous regardons. Si les routes s'abîment après que les Chinois aient construit des routes, après une année, 2 ans, si les routes s'abîment, mais nous utilisons l'intelligence pour voir pourquoi ça s'est abîmé. On peut nous dire que non, nous sommes dans un pays tropical. Mais non. Est-ce qu'au temps de Mobutu, le Congo n'était-il pas un pays tropical? Nous utilisons notre connaissance de recherche et notre capacité de leadership pour résoudre tout ce qui est problème au Congo. Je dis bien tout. De la nourriture, de la crise, des guerres, de la faim et tout ce qu'il y a au Congo. Le problème de santé, le problème de l'intelligence. Mais vous savez, l'éducation et l'innovation, ce sont 2 critères importants pour le développement d'un pays. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend l'importance de la formation académique. Et quand moi je suis président au Congo, je vais redonner un respect aux études que les gens font au Congo. Nous allons investir à la recherche et à l'innovation. Et nous allons faire ce qu'Israël a fait en peu de temps. Vous savez que l'État d'Israël est beaucoup plus jeune que le Congo. Parce qu'Israël, en tant qu'État, ne s'est constitué qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est un pays énormément développé et très puissant. Et nous allons mettre de l'intelligence, comme Israël en a fait, pour qu'en peu d'années, le monde entier puisse respecter le Congo. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup, professeur. Que pouvez-vous dire par rapport à ces gens qui pourraient peut-être vous comparer au professeur Oscar Machala? C'est Kachala. Oui. Bon. Parce qu'il est venu aussi des États-Unis avec des bien sûr. Je pense que l'on doit faire trop attention de pouvoir comparer les gens. Parce qu'en anglais, nous parlons de comparer les oranges avec des pommes. Ou bien comparer des oranges avec des bananes. Le fait que quelqu'un soit venu des États-Unis, c'est comme quelqu'un qui dirait
comment vous comparez-vous avec quelqu'un qui est venu de Bandundu, ou bien comment vous comparez-vous, parce que deux personnes viennent de la même province, ou bien deux personnes viennent de la même ville, qu'on doit nécessairement les comparer. Je ne veux pas me comparer avec n'importe qui, mais je vais vous dire une chose, que nous ne sommes pas nécessairement des oiseaux de même plumage. Et je suis aux États-Unis, c'est vrai que je suis connu par presque la plupart des professeurs congolais, et beaucoup de mes amis sont des professeurs dans des grandes universités d'Amérique. Et dans mon groupe aussi, ici, j'ai beaucoup de professeurs. Et au Congo, je me connais aussi avec beaucoup d'autres professeurs. Mais le fait d'être professeur et le fait de vivre en Amérique ne signifie pas que nous devons nous comparer. Par exemple, je ne connais pas ce que le docteur Kachala faisait au Congo, mais moi, je ne suis pas en train d'aller aux élections comme quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui cherche à aller aux élections, et quand ça ne marche pas, il rentre en Amérique. Moi, je suis l'homme du terrain. J'ai mes pieds sur le terrain. Je suis déjà au Congo avant même les élections. J'ai des actions. Vous avez montré des images ici pour montrer ce que nous sommes en train de faire au Congo. Je suis déjà sur le terrain. Je ne connais pas ce que les autres font. Mais moi, je suis l'homme du terrain. Je travaille et j'ai déjà dit que je pense que vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre dans ce pays, dans ce grand Congo, qu'il soit quelqu'un de la politique, qu'il soit un homme d'affaires, je dis bien proportionnellement à nos ressources. J'aimerais voir quelqu'un se lever et qu'il dise qu'il a déjà fait ce que moi j'ai fait au Congo. Je me montre un politicien aujourd'hui au Congo, quel que soit son rang, qui a déjà créé une école primaire où les enfants ne payent pratiquement rien et qui ne reçoit rien en retour. Qu'on me montre un politicien ou un homme d'affaires qui a créé une école de menuiserie où personne ne paye quelque chose et lui ne reçoit rien en retour. Qu'on me montre un politicien ou un homme d'affaires au Congo qui a déjà créé une école en maçonnerie où les étudiants ne payent pratiquement rien et lui ne reçoit rien en retour. Qu'on me montre un politicien ou un homme d'affaires qui prend de son propre salaire, je dis son argent à lui, pour payer les autres sans rien recevoir en retour. Qu'on me montre un politicien ou un homme d'affaires qui a déjà fait des dons. Je vous donne un exemple. Dans la fondation, notre premier don était parti chez des sœurs religieuses d'une congrégation des sœurs qui étaient venues, comme on dit, en 2008-2009, professeurs. Nous sommes en train de chercher à nourrir des orphelins. Notre moulin est tombé en panne, ça fait 9 mois. Nous avons essayé d'aller par-ci, par-là. Il n'y a personne qui nous vient en aide. On a essayé de réparer cette moulin-là, ça ne marche pas. Nous avons des enfants orphelins. Et ces enfants ne peuvent pas manger si nous n'avons pas ne fût-ce qu'un moulin. Je dis ça, ce n'est pas acceptable. Tant que je vis, je ne pourrai pas permettre que mon peuple meure de faim. J'ai demandé à mon équipe, j'ai dit vérifiez dans mon compte combien d'argent il y a, cherchez un moulin le plus efficace que vous pouvez trouver, donnez à ces sœurs. Et on en a fait. Et que l'on me montre aujourd'hui un politicien avec son salaire qui a déjà eu ces soucis que moi j'ai eu. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons mis une rizerie qui est en train de nourrir les gens. Les femmes, les hommes, les enfants vont planter les riz, ils amènent leur riz à notre rizerie, on décortique les riz, ils rentrent avec ces riz et je ne reçois absolument rien en retour, zéro. Sauf que les gens qui travaillent à la rizerie cherchent un peu d'argent pour les frais d'amortissement. Pourquoi? C'est pour payer des carburants et peut-être pour se payer un petit salaire. C'est le seul groupe de personnes à qui je ne donne pas un salaire. Mais en retour, je ne reçois absolument rien. Vous voulez savoir encore plus? J'ai fait plus que ça. Mais j'ai investi mon intelligence. J'ai créé des cours de formation qui m'ont amené partout.
comme j'avais dit avant, je suis allé dans le Bandundu, je suis allé dans le Bas-Congo, je suis allé dans le Nord Kivu, je suis allé à Kinshasa, j'ai fait des cours, j'ai donné des séminaires gratuits. Gratuits. J'ai imprimé du matériel moi-même qui m'ont coûté plusieurs milliers de dollars américains. J'ai fait ces consultations gratuitement, je n'ai reçu rien en retour. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils quittent les États-Unis, on les invite pour aller donner une formation, quoi que ce soit, on paye leur billet, on leur paye quelque chose. J'ai payé et chaque année, je paye mon propre billet d'avion aller-retour. Je me supporte moi-même, je donne sans rien attendre en retour. Qu'on me montre un autre politicien au Congo ou un homme d'affaires qui a déjà fait ça. C'est pourquoi je pense qu'on ne devra pas me comparer avec qui que ce soit. Parce que l'énormité de ce que je fais au Congo dépasse au loin ce que les politiciens congolais ont fait depuis l'inception de ce pays. Je suis la seule personne qui ait fait ce que j'ai fait au Congo. Qu'on me montre une autre personne qui le fait. Et je le dis ici, proportionnellement à nos ressources. Parce que celui qui gagne 10 dollars et qui donne 9 dollars, et celui qui gagne 1 million de dollars et qui donne 100 dollars, je pense, proportionnellement à leurs ressources, celui qui a donné 9 dollars donne plus que celui qui a donné 1000 dollars ou 100 dollars. Parce que celui de 9 dollars donne 9 sur 10% de ses ressources. Non, 9 sur 10 de ses ressources, c'est-à-dire 90% de ses ressources. Proportionnellement à nos ressources, j'aimerais voir quelqu'un venir à la télévision pour dire que moi aussi j'ai déjà fait ce que le professeur Malala a déjà fait et je veux devenir président ou bien candidat, je serai candidat à la présidence. C'est pourquoi je pense qu'au moment opportun, le peuple congolais devra nous juger sur base de ce que nous avons déjà démontré. Parce que celui qui est fidèle à peu de choses le sera aussi quand il a beaucoup de choses. Celui qui n'est pas fidèle avec peu ne le sera pas quand il aura beaucoup. Je pense que ma réponse est très claire. On ne me compare avec personne. Je suis ce que je suis. Je fais ce que je fais. Et je suis l'homme du terrain. Je ne viens pas prendre quelque chose et fuir, rentrer en Amérique parce que je suis déjà sur le terrain. Professeur John Malala, parlons de jadis avec le Palou, avec le président Kizenga. Aujourd'hui, parler de leadership encore chez le Bandundu. Comment expliquez-vous ça? Bon, je ne sais pas. C'est comme j'ai donné l'exemple ici. On ne peut pas me comparer avec quelqu'un d'autre. J'aimerais vous signaler d'abord que le leadership n'est pas inné. C'est une expression, comme vous savez, qui est empruntée de l'anglais. Mais il constitue en lui-même cette capacité que quelqu'un a de pouvoir mener une organisation, une association ou même un pays. C'est un fruit de l'expérience et des formations. Ce n'est pas lié au charisme de quelqu'un. Je sais que je suis un leader charismatique. Je peux facilement inspirer toute une génération de gens. Je peux inspirer les jeunes gens, je peux inspirer les étudiants, je peux inspirer toute personne. Mais au-delà de mon charisme, il y a la maîtrise des problèmes qui se présentent et savoir comment pouvoir résoudre, proposer des solutions aux problèmes et les analyser et trouver une façon d'exécuter les solutions à ces problèmes. Donc, si l'on compare les gens de Bandundu, quoi que ce soit, on ne peut pas dire que quelqu'un qui vient de Bandundu, on doit le comparer par exemple avec un responsable d'un groupe comme Palou ou bien quelqu'un qui vient de ces six-là. Je ne veux pas devenir président de Bandundu. Je veux devenir le magistrat suprême de la République démocratique du Congo. Je veux servir le peuple congolais. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que je suis allé faire des séminaires à Goma. C'est dans cet esprit que je suis allé faire des séminaires à Matadi. C'est dans cet esprit que j'ai fait des séminaires à Kinshasa. Et bien sûr, pourquoi pas ne pas le faire dans le Bandundu. Donc, je pense que
l'on doit faire trop attention. On a besoin de quelqu'un qui maîtrise les problèmes, mais non seulement qu'il maîtrise, mais qui peut diriger. Il peut mobiliser des gens. Vous savez, il y a aussi un problème de leadership aujourd'hui chez nous, où la plupart des leaders, très souvent, ce qu'ils font, ils se font entourer des gens qui viennent de leur province. Ils se font entourer de leurs amis, sans pour autant vérifier si ces gens-là ont des compétences. Je ne serai pas seulement un président des chrétiens, mais j'aimerais quand même que l'on sache que ma base chrétienne doit jouer un rôle. Dans la Bible, il y a eu un leader que nous connaissons qui s'appelle Moïse. Un jour, il s'est retrouvé dans le désert et il était en train de juger tout le monde. Et son beau-père lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, le peuple vient chez moi du matin au soir, je leur parle, quand ils ont des problèmes, je juge. Il lui a dit, non, c'est pas comme ça, il faut choisir des hommes. Alors, il y avait certains critères qu'il avait donnés, et moi, j'utilise ces critères. Peut-être pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, parce qu'il y a des critères qui sont purement bibliques, mais il y a 2 ou 3 critères qui ne sont pas nécessairement, qui ne parlent pas de Dieu là-bas, c'est qu'il parle des hommes compétents. Il lui a dit de trouver d'abord des hommes capables. Un leader doit s'entourer des hommes compétents, capables. On ne doit pas avoir peur de quelqu'un parce que la personne est très formée. Quand moi, j'ai suivi ma formation de leadership, l'une des choses que mon mentor, qui me conduisait dans ces programmes, il était la 2e personnalité de notre université. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, professeur Malala, quand tu vas commencer à diriger ces histoires, n'importe quoi, que ce soit ici à l'université ou ailleurs, cherche les gens qui connaissent mieux que toi ce que tu veux accomplir. Le leader ne doit pas se sentir menacé de la compétence des autres. Je dois m'entourer de gens qui sont capables. Il y a une autre chose, une autre condition, c'est qu'on doit trouver des gens qui sont intègres. L'intégrité est très importante. La plupart de ces leaders, de ces chefs politiques, ils peuvent être intègres eux-mêmes. Mais leur entourage, comment est-ce qu'ils choisissent ces gens-là? À part l'intégrité, il y a un autre critère qui avait été mentionné par Jethro, c'est qu'il faut chercher des leaders qui détestent la cupidité. Les gens qui détestent, qui haïssent la corruption. Il y a des problèmes de corruption au Congo qui doivent se résoudre. On ne peut pas avancer. Nous ne pouvons pas devenir un pays développé si nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de corruption au Congo. Voilà, il y a beaucoup de critères qu'il faut mettre, mais il faut, comme je l'ai dit, vraiment que l'on sache que le leader, c'est lui qui met le ton. Il dirige, il donne une ligne de conduite, mais il écoute aussi les autres. Le fait que je connaisse, je dois m'entourer de gens qui connaissent mieux que moi certaines choses et qui peuvent me proposer des idées. Je ne connais pas qui sont autour de ces gens-là que vous venez de citer, mais moi, je sais qui sont autour de moi. Ce ne sont pas les gens de Bandundu, mais j'ai autour de moi des gens de toutes les provinces. Le collège des fondateurs du Parti des travailleurs est un collège national qui a des gens de toutes les provinces. Et je m'entoure de toutes personnes. C'est vrai que j'ai parlé de l'intelligence, mais l'intelligence ne veut pas dire nécessairement formation académique. Je prends le pousse-pousseur qui connaît la situation que les gens traversent dans la rue. Je prends même parmi les enfants que je peux trouver dans la rue des phaseurs qui connaissent mieux les problèmes des phaseurs. Si je peux prendre quelqu'un de pareil, je le mets là-bas pour qu'il m'éduque mieux, qu'il m'apprenne exactement qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces milieux-là, comment nous pouvons résoudre ces problèmes. Je m'entoure de toutes les personnes. Quand je parle de l'intelligence, c'est vrai que d'une grande partie, nous parlerons de l'intelligence des gens qui ont de l'intelligence académique,
mais il y a aussi une sagesse qui vient de la part de certaines personnes due à l'âge ou à l'expérience. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Ouais, merci beaucoup, professeur. Qu'est-ce que vous allez amener de nouveau dans la politique congolaise? Je pense que tout ce que je veux amener, c'est neuf. Parce que le Congolais doit d'abord apprendre à aimer sa patrie. Je n'ai jamais vu un peuple qui parle aussi mal de sa patrie que les Congolais. J'ai vécu pendant un quart de siècle dans la diaspora congolaise. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours pour chercher à détruire leur propre pays. Vous allez voir un Américain. On peut avoir des conflits entre les partis politiques. Les républicains et les démocrates, ils ne s'entendent pratiquement pas. Tu peux voir, lorsque le président Obama aujourd'hui propose quelque chose, il y a toujours un groupe de sénateurs républicains qui s'opposent à toute chose. Mais quand il y a un problème qui arrive en Amérique, ils se réunissent. Ils ont toujours cette tendance de dire « I am proud to be an American ». Je suis fier d'être américain. Nous devons restaurer ça au Congo. Une autre chose que je vais amener au Congo, c'est que je vais aider les Congolais à croire encore au Congo. À croire au Congo. Ceux qui ont perdu l'espoir au Congo, de ressentir qu'ils ont un pays. Je vais ramener l'espoir. Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous dites à un Congolais, si tu dis, moi je vais rentrer au Congo, Kozonga te, moka e baby, et loko moka ezalite moto, et peli moto, on vous décourage de rentrer au Congo. Il y a le désespoir. Le Congo est devenu comme une nourriture que personne ne veut manger. C'est devenu comme des épinards qu'on a bouillis ou qu'on n'a pas assaisonné, et quand on vous sert, vous dites, je ne veux pas manger ça. Je veux aller assaisonner le Congo. Je veux redonner le goût de vivre au Congo. Ce que je veux amener au Congo, je redonne le goût de vivre au Congo. Je veux redonner l'espoir. Voilà un peu le sens du respect. C'est comme je dis, la dignité. Si je dois revenir à ce mot-là, peut-être un mot réel, c'est le respect. Le monde devra respecter le Congo désormais sous mon administration. Le monde respectera le Congo. Nous traiterons avec des grands. Nous traiterons directement avec des grandes puissances. Nous traiterons avec les puissances occidentales qui nous prendront comme leurs partenaires, non pas comme des gens d'une classe inférieure. Ils vont nous respecter, nous allons les respecter et nous avons des intérêts mutuels que nous allons respecter, que nous allons protéger. Merci beaucoup, professeur. Vous avez un leader dans la politique que vous avez plus admiré peut-être dans le passé, que vous peut-être porté son image? Bon, dans quelle politique? Je sais pas très bien. Oui, je pense que il y a l'histoire et l'histoire moderne. Et je sais que beaucoup de gens, ils sont inspirés actuellement, par exemple, par Barack Obama. Et je l'admire beaucoup. Il n'y a rien que je peux, par exemple, dire de mal sur lui. Mais pendant qu'il est encore au pouvoir, on ne peut pas l'utiliser comme exemple. Parce que l'histoire, c'est après qu'il ait terminé son deuxième mandat. Mais je pense qu'il y a deux leaders qui, vraiment dans l'histoire moderne, parce que si je rentre à l'époque, il y a beaucoup de leaders, j'ai été inspiré spécifiquement par deux leaders américains démocrates, par John Kennedy. Et pourquoi? Parce que vous savez, John Kennedy, il avait motivé la jeunesse américaine pour l'exploration de l'espace.
Et ça, j'aimerais être le président qui va motiver, créer une soif pour l'innovation au Congo. Cette inspiration, il y a eu la course de l'espace, il a dit avant la fin de cette décennie, les années 60, qu'ils allaient mettre un homme sur la Lune et NASA a fait son effort pour que l'homme mette son pied sur la Lune. Donc, cette innovation, quand un leader inspire de cette façon-là, il y a eu d'autres choses que vous pouvez peut-être ne pas connaître. Vous savez que l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, c'était l'inspiration de John Kennedy. Parce que l'Internet était formé depuis les années 60. Je sais qu'ici, au Congo et en Afrique, c'est bien maintenant que les gens viennent de connaître ça. Mais il y a de l'inspiration là-bas. C'était venu après la crise des missiles entre les États-Unis et le Cuba. Et en ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que après la fin de la crise américano-cubaine ou bien cubaine-américaine, le Pentagone, le service qui s'occupe militaire des États-Unis, a décidé de dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui allait arriver s'il y avait une bombe nucléaire qui était tombée sur nos installations militaires avec ces missiles qui étaient ici au Cuba? Nous allions tout perdre. Alors ils ont dit, Kennedy a inspiré ces gens, il a mis ce qu'on appelle le département de recherche de la défense américaine, s'appelle ARPA. En anglais, c'est Advanced Research Project. Donc, Advanced Research Project Agency, qui est le département, donc cette division qui fait des recherches. On utilise des hommes intellectuels, des intellectuels qui sont là-bas. Ils ont travaillé pour la première fois, essayer de séparer les données militaires dans plusieurs sites pour la toute première fois, créer l'idée d'un réseau. Au point où si vous bombardez une installation, les informations sont automatiquement retrouvables dans d'autres installations où ça s'est partagé. C'est une longue histoire, mais John Kennedy a inspiré une génération pour faire une course vers la Lune. Et cela a réussi. Il y a eu d'autres leaders, mais pour l'inspiration, je pense que John Kennedy reste la personne que j'admire parce que j'aimerais inspirer le Congo. Je veux redonner au Congo de l'espoir. Je veux inspirer une génération de jeunes gens qui vont sentir le goût d'aller encore faire leurs études, de s'engager dans la recherche et dans l'innovation. En redonnant l'essence aux Congolais ou le changement total de la vie actuelle au Congo, un mot à tous les Congolais qui vous suivent de partout dans le monde. Pour tous les Congolais qui me suivent à travers le monde, je pense que l'heure est venue pour que la diaspora congolaise puisse être une diaspora positive. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont énervé les Congolais qui sont dans la diaspora. Et aujourd'hui, nous trouvons des mouvements, des groupes de gens, de gauche à droite, qui sont vraiment hostiles aux autorités congolaises. Je pense que ces jeunes gens, ou d'autres sont des collègues, des gens qui sont de notre génération, je pense que l'heure est venue pour que vous puissiez chercher à mobiliser les autres, les membres de famille, les amis, les connaissances, et leur dire que le moment est venu pour que ces gens-là puissent arriver quand 2016 sera là, que ces gens soient prêts à pouvoir voter pour la personne qui va redonner le goût au Congo. Que les Congolais qui sont en train de suivre, ceux qui ne peuvent pas trouver du pain, les étudiants qui sont restés au chômage pendant des années et des années et des années, après qu'ils aient obtenu des diplômes, j'aimerais leur dire qu'ils s'apprêtent en 2016 à aller aux élections et à voter pour nous parce que nous avons des solutions à leurs problèmes. Nous allons les mettre au travail, nous allons leur mettre la paix au Congo et nous invitons tout le monde,
quelle que soit la langue que vous parlez au Congo, nous vous invitons à nous joindre parce que nous allons résoudre ensemble les problèmes du Congo. Nous connaissons les solutions, nous connaissons la réponse, nous avons l'honnêteté, nous avons l'intégrité. Nous n'entrons pas en politique comme les autres entrent pour aller chercher à s'enrichir, mais je vais travailler pour vous. Je serai votre président au moment opportun, mais je serai aussi votre serviteur. Je veux travailler pour vous jour et nuit. Je vais travailler pour vous. Je ne me laisserai pas en repos si je ne donne pas au Congo le goût, si je ne lui donne pas l'image qu'il attend depuis des années. Peu importe votre parti d'affiliation maintenant, veuillez nous rejoindre parce qu'ensemble, nous allons résoudre les problèmes auxquels le Congo est buté. Merci beaucoup, professeur John Malala. Merci à tous les téléspectateurs. Merci, en tout cas, on s'est dit au revoir. C'est par ici qu'on se sépare. Merci, professeur. Merci beaucoup.